Alors, bonjour à tous. La Commission des Transports et de l'Environnement reprend ses travaux. On poursuit les consultations particulières et les auditions publiques pour le projet de loi 81, loi modifiant diverses dispositions en matière d'environnement. Cet après-midi, nous entendrons les organismes suivants: le Centre québécois du droit de l'environnement, le regroupement des organismes environnementaux en énergie, Canard illimité Canada, Éco-entreprise Québec et le Conseil patronal de l'environnement du Québec. Alors, d'entrée de jeu, je souhaite la bienvenue aux représentants du Centre québécois du droit de l'environnement. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, après quoi on va procéder tout de suite à la période d'échange. Alors, je vous invite à vous présenter et à enchaîner avec votre exposé. Bonjour, Monsieur le ministre, distingués membres de la Commission. Je me présente, Geneviève Paul, directrice générale du Centre québécois du droit de l'environnement, et je suis accompagnée de ma collègue Anne Ellefson, avocate au CQDE. Merci pour l'opportunité de s'adresser à vous aujourd'hui. Vous avez présenté, Monsieur le ministre, le projet de loi comme une mise à jour du corpus législatif en fonction des nouvelles réalités environnementales et du développement des connaissances scientifiques pour assurer une protection optimale de l'environnement. Ce qui ressort de notre analyse, puis vous l'aurez peut-être constaté dans notre mémoire, ne nous permet pas, avec égard, Monsieur le ministre, de conclure que les mesures proposées servent véritablement les objectifs annoncés. Les connaissances scientifiques, justement, exigent des actions urgentes, ambitieuses, on le sait, pour changer de cap au moment où on est en train d'atteindre les points de rupture qui pourraient détruire les systèmes dont notre vie dépend. Donc, ça demande plus d'encadrement, alors que là, on est devant plusieurs dispositions législatives qui viennent, au contraire, à notre avis, créer de nouvelles brèches pour assouplir et affaiblir encore davantage le cadre de protection existant. On va aborder 4 des 6 aspects qui nous semblent particulièrement problématiques et qui sont traités dans notre mémoire. On ne se penchera pas, par contre, sur la norme véhicule zéro émission pour les véhicules lourds, mais que d'autres commenteront. D'abord, on s'inquiète sérieusement de la possibilité de pouvoir autoriser des travaux préalables sans d'abord avoir examiné les impacts potentiels de projets à risque élevé. Donc, à travers le véhicule de l'omnibus qu'on regarde aujourd'hui, bien, pour nous, on considère que c'est une entorse au principe de prévention environnementale sur lequel repose le socle législatif québécois depuis 1972. Puis en plus, on vient de faire une réforme de la LQE, comme vous le savez, en 2017. Vous me direz, Monsieur le ministre, bien sûr qu'il y a des balises prévues pour encadrer l'exercice de votre pouvoir discrétionnaire dans ces situations-là, sauf que celles-ci, à notre avis, nous apparaissent comme étant trop larges. Le projet de loi introduit, entre autres, la notion d'intérêt public pour autoriser des travaux préalables. Puis les tribunaux s'accordent pour dire que cette notion confère au gouvernement une large discrétion pour déterminer ses propres facteurs. Donc, selon nous, ça mène à une trop grande incertitude, puis ça ne va pas nécessairement garantir la prévisibilité dont a besoin l'ensemble des parties prenantes. Le projet de loi vient par ailleurs déjà écourter la durée du processus d'évaluation et d'examen des impacts. Donc, on se demande pourquoi, dans ce cas-là, vouloir aussi accélérer encore davantage le processus sans prendre le temps d'évaluer les risques en amont. Ça nous semble contraire au principe de prévention environnementale. Ça soulève des questionnements par rapport aux obligations constitutionnelles de consultation avec les peuples autochtones. Mais ça vient aussi nuire, à notre avis, encore davantage à la crédibilité des processus d'évaluation puis de consultation du public. Le message que ça envoie à la population, c'est que le projet serait déjà politiquement autorisé avant même que les impacts aient pu être pleinement considérés. Et ça rend, à notre avis, bien sûr, le refus éventuel d'un projet plus difficile à concevoir, sans parler de la remise en état une fois les dommages causés si le projet était refusé. Et c'est ce que le législateur souhaitait éviter quand on a décidé de se fonder sur une approche basée sur l'évaluation des risques en amont. Donc, ça nous semble assez majeur comme changement proposé. Ça nous intéresse d'échanger là-dessus parce que l'examen préalable des impacts, c'est la pierre angulaire de la loi sur la qualité de l'environnement. Et donc, pour nous, il n'est pas justifié de vouloir, une fois plus, tenter d'aller vite, au risque que ça coûte très cher à la société québécoise sur tous les plans. Puis je pense qu'on a des exemples récents pour nous inciter à tenter d'éviter de répéter ce type d'erreur. Là, en plus de la question des travaux préalables, une autre question qui nous préoccupe grandement, c'est celle de l'évaluation régionale ou sectorielle, ou en fait le fait la possibilité qu'à la suite d'une évaluation régionale ou sectorielle, il y a certains projets à risque élevé qui soient exemptés en tout ou en partie de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts. Donc, par exemple, exemptés d'obtenir des autorisations ministérielles. Là, pour nous, ça, c'est un possible passe-droit qui est une autre entorse importante au régime en place.
C'est sûr que, bon, a priori, l'intégration d'un outil comme l'évaluation sectorielle et régionale, vous le savez, Monsieur le ministre, c'est quelque chose que le CQDE a aussi appuyé. C'est un outil de planification qui peut s'avérer utile, entre autres, pour considérer les impacts cumulatifs sur l'environnement dans un territoire donné. Surtout que notre cadre juridique actuel est défaillant à cet égard. On s'est déjà prononcé sur cette question-là et qu'en parallèle, en plus, on continue d'accepter ou de permettre le saucissonnage de projets. Donc, oui à l'évaluation régionale ou sectorielle, sauf qu'elles ne sont pas conçues pour des projets spécifiques dans des lieux précis qui peuvent avoir, pour des projets qui peuvent avoir lieu dans des années plus tard. Donc, là, dans ce contexte-ci, on questionne différents éléments de la manière dont c'est apporté dans le projet de loi, parce qu'on propose une évaluation régionale qui serait demandée sur une base volontaire par quiconque a un plan ou un programme pour développer un secteur d'activité ou un territoire donné. Donc, là, on se questionne à savoir, bon, est-ce que la population ne semble pas pouvoir en faire la demande? Le mécanisme semble être laissé à la discrétion des promoteurs ou, bon, de certains ministères qui veulent aller de l'avant avec un plan ou un programme. Fait que ça nous inquiète parce qu'on voit, bon, un peu se dessiner des scénarios où on se retrouve avec un utilisateur qui agit selon son propre intérêt à court terme, alors qu'il relève de la responsabilité du gouvernement d'assurer la planification à long terme du développement territorial dans un esprit de protection de l'environnement. Puis on se questionne aussi avec l'interaction avec un outil qui existe déjà dans la loi, qui est l'évaluation sectorielle, l'évaluation environnementale stratégique, qui est déjà prévue à la loi depuis 2017, puis pour laquelle on attend toujours là, un règlement 8 ans plus tard. On a beaucoup entendu parler de l'exemple de construction d'éoliennes, par exemple, en lien avec ces dispositions-là. Ça pourrait servir à d'autres scénarios, bien sûr. On se demande, par exemple, est-ce que ça peut servir à autoriser plus rapidement et à diminuer les exigences pour une série de projets miniers, par exemple, parce que ça cadrerait avec la stratégie sur les minéraux critiques et stratégiques, puis que ça serait présenté comme faisant partie de la transition énergétique. Donc, on peut comprendre d'une certaine manière comment on peut s'appuyer sur les évaluations régionales pour ensuite accélérer certaines dimensions avec le partage d'informations, mais on se demande comment est-ce que diminuer par la suite les exigences au niveau de l'autorisation environnementale puisse être optimal pour l'environnement. On est soucieux de ne pas sacrifier, encore une fois ici, la biodiversité, entre autres, sous prétexte de transition énergétique. Ça ne serait ni souhaitable ni cohérent pour la société québécoise. Bonjour, mesdames, messieurs. Je vous remercie de me donner l'occasion de commenter les propositions sur 3 thématiques. Je vais me concentrer sur la protection des milieux humides et hydriques, les espèces floristiques menacées et vulnérables et la conciliabilité des législations provinciales et municipales. Premièrement, sur la thématique milieux humides et hydriques, on a 2 points à commenter. La première, sur le critère d'évitement. Il y a une proposition qui est faite au projet de loi à l'article 46.0.6, qui prévoit en fait que le ministre peut refuser une autorisation si le demandeur ne démontre pas, de manière satisfaisante qu'il a évité, et là on rajoute au maximum, qu'il a porté atteinte à ce milieu. Donc, pour nous, cet ajout de au maximum, c'est un affaiblissement au critère d'évitement, puisqu'elle confond l'évitement et la minimisation, qui sont 2 étapes différentes. Donc, on remplace l'approche séquentielle qui était évitement, minimisation, compensation, par une approche plutôt globale qui prend en considération différentes alternatives. Or, cette approche de hiérarchisation, à notre sens, elle est fondamentale, notamment due aux besoins accrus de protection pour les milieux humides qui ont été particulièrement affectés dans les dernières années. Aussi, les tentatives de restauration et de création de milieux compensatoires qui se sont révélées encore inutilisées, qui a été souligné par ailleurs par la commissaire du développement durable dans son plus récent rapport, et finalement par l'absence d'inspection de conformité dans la majorité des autorisations délivrées dans les 10 dernières années. Donc, dans ce contexte de faibles mesures de suivi, d'inefficacité des mesures de compensation, on recommande de retirer cette proposition et de maintenir une hiérarchisation claire où on prévoit l'évitement d'abord, suivi par des mesures de minimisation et ensuite, en dernier recours, la compensation. Sur le 2e point, les mesures de compensation, le projet de loi introduit à l'article 31.5.1 un pouvoir discrétionnaire d'exiger ou non des mesures de compensation. Ce pouvoir discrétionnaire nous semble problématique parce qu'il semble réduire le caractère obligatoire de certaines mesures de compensation qui sont déjà prévues à la LQE. Et dans ce contexte-là, on se questionne sur les mesures qui vont être mises en place pour s'assurer de balises claires qui vont garantir des compensations réelles et efficaces.
Il vous reste 1 minute. Oui, donc je fais rapidement sur la thématique des espèces floristiques. On prévoit en fait les articles 8, 18 et 19 d'autoriser des atteintes aux espèces floristiques en modifiant en compensation pour des habitats de remplacement. Or, la science est claire à cet effet-là. On ne peut pas déplacer des espèces pour détruire des habitats. C'est une stratégie, ça va à l'encontre des stratégies de conservation. Donc, dans ce contexte-là, on n'appuie pas. Et finalement, sur la question de la conciliation, on reconnaît que la plus-value du principe de conciliabilité, mais l'exception, en fait, devrait être balisée, notamment à travers le principe de subsidiarité. Merci. Et que cette mesure soit mise en œuvre le plus rapidement possible et de manière rétroactive. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour votre exposé. Alors, on va débuter la période d'échange avec Monsieur le ministre. Vous disposez de 14 minutes 30 secondes. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous deux pour... Là, je prenais des petites notes sur le téléphone. En même temps, beaucoup de sujets. On n'aura sans doute pas l'occasion ou le temps de tous les aborder, d'autant plus que j'ai des collègues aussi qui souhaiteraient intervenir. Au niveau de la durée de la procédure d'évaluation, comment vous la percevez actuellement? Moi, personnellement, je ne m'en suis pas caché. Je trouve que c'est trop long. Et en disant ça, je ne dis pas qu'il faut faire des raccourcis, je ne dis pas qu'il faut faire mal les choses, je ne dis pas qu'il faut sacrifier certains principes importants, mais je pense qu'on peut mieux faire et c'est un petit peu ce que propose le projet de loi. Oui, au final, les délais sont raccourcis, mais en même temps, on va permettre à des étapes de se vivre en parallèle alors qu'actuellement, c'est une après l'autre, ce qui vient ajouter au délai. Donc, sur la durée elle-même actuelle, comment vous positionnez? Oui, alors, merci, M. le ministre. En fait, on ne questionne pas nécessairement le fait d'entamer de manière parallèle les étapes du processus. On nous a bien aussi confirmé que l'objectif était bien sûr de ne pas sacrifier la qualité. Donc, à cet égard-là, nous, notre inquiétude porte vraiment plus sur ce qui peut découler par la suite d'exemption potentielle ou de soustraire en tout ou en partie, là, dans le fond, des projets au processus d'examen, par exemple, à la suite d'une évaluation sectorielle ou régionale. Et par ailleurs, et ma collègue pourra compléter, mais on a aussi formulé certaines recommandations dans notre mémoire, pas tant sur la durée, mais plus pour s'assurer que si on revoit certaines étapes, comme c'est proposé là, avec l'avis d'intention notamment, bien, qu'on s'assure en fait que la population puisse donner, dans la mesure du possible, un avis plus éclairé, donc après avoir bénéficié de l'expertise des ministères, ce qui n'est pas nécessairement prévu là avec cette nouvelle proposition. Donc, on voudrait vraiment s'assurer que la population puisse se prononcer, mais après qu'il y ait eu les ministères là, qui se soient penchés pour que la population puisse se prononcer sur les enjeux relatifs à un projet, mais entre autres sur la base, bien sûr, de l'expertise au sein des ministères. Et vous avez parlé de vos craintes à l'égard des travaux préalables qui pourraient être faits. Naturellement, ce n'est pas pour n'importe quel type de projet. C'est balisé. D'ailleurs, certains groupes viendront après vous dire on devrait étendre ça à tout type de projet pour lesquels des autorisations ou une évaluation environnementale est nécessaire. Nous, dans un premier temps, on juge important d'accompagner Hydro-Québec dans la mission qu'elle s'est donnée, qu'on lui a confiée comme société, c'est-à-dire produire des énergies renouvelables avec le moins d'impact possible sur l'environnement. Et Hydro-Québec, d'ici 2035, a de façon importante augmenté sa production d'énergie pour décarboner notamment l'économie du Québec. Hydro-Québec était ce matin à la même place que vous occupez présentement et eux nous disent on a besoin de ça. 1, on a de l'expérience. 2, on fait généralement bien les choses. Et 3, c'est pas pour faire n'importe quoi, c'est uniquement pour préparer la mise en place du projet lui-même. Donc, ça va être aménagement de route, ça va être l'installation de campements. Et ce sont des projets qui vont être acceptés. Ce pas des projets pour lesquels il y a des doutes. Ce sont des projets, compte tenu de la nature des projets qu'ils proposent, compte tenu de l'expertise qu'ils ont, on sait que ce sont des projets qui seront acceptés et ultimement, la procédure d'évaluation, elle est là pour
les aider à mieux faire encore. Lorsqu'il y a un BAP, lorsqu'il y a des consultations avec le public, c'est pas tant pour refuser le projet, mais c'est pour dire comment on peut le rendre encore meilleur. Donc, le fait que ce soit extrêmement balisé pour des types de projets en particulier, ça ne vous rassure pas? Vous y voyez encore une menace, en quelque sorte, à la procédure d'évaluation environnementale? Je peux compléter. Bien, en fait, à notre avis et avec égard, c'est pas suffisamment balisé dans la proposition là, législative qu'on analyse, qu'on a devant nous. Comme je le disais, on nous donne souvent, donc c'est souvent l'exemple de projets en lien avec Hydro-Québec, mais est-ce que, bon, l'exemple que je donnais, ça pourrait ouvrir la porte à d'autres types de projets, sauf si vous me confirmez là, le contraire, mais selon les critères là, qui sont dans les balises qui sont prévues, les notions qui sont, auxquelles on fait référence sont assez larges, donc d'intérêt public, comme je le disais, les tribunaux confèrent, donc ça peut laisser un pouvoir discrétionnaire très large, mais même aussi les critères comme celui de la transition énergétique, qui n'est pas défini là, dans le projet de loi. Donc, on ne parle pas juste d'éoliennes. Et d'ailleurs, même les éoliennes vont avoir des impacts. Notre posture, c'est que les travaux préalables ont aussi des impacts. Bien, vous le savez, on l'a aussi défendu devant les tribunaux avec une décision là, récente l'année dernière qui reconnaît que les travaux préalables ont des impacts, dans ce cas-ci, sur les peuples autochtones et que donc on a l'obligation de consulter en amont. Donc, oui, ça nous soulève quand même des questionnements et dans ce cas-là, peut-être, comme bien, vous sous-entendez que c'est pour certains projets seulement, mais ça mériterait d'être spécifié dans la proposition législative. Oui, peut-être juste rajouter sur extrêmement balisé, à notre sens, en fait, il y a plusieurs termes qui méritent d'être précisés, notamment la question de l'intérêt public, évidemment. Là, c'est pour Hydro, mais il va y avoir d'autres projets, et puis cette interprétation va continuer avec les gouvernements qui vont changer. Donc ça, c'est important. Les facteurs, quels sont ces facteurs? Est-ce que ça inclut juste la génération actuelle, les générations futures? Est-ce qu'on, quand on parle d'environnement, est-ce qu'on parle bien de biodiversité, la protection des caribous, notamment? Donc, parler d'aménagement de route, mais ça peut aussi avoir des conséquences sur la biodiversité. Donc, c'est important il y a plusieurs composantes, en fait, à l'environnement. Puis là, on a l'impression qu'il y en a plusieurs qui sont évitées. On utilise certaines phrases, c'est ça, d'intérêt public, qui ne sont pas très claires, à notre avis, et puis qui amènent, en fait, une difficulté aussi de pouvoir contester devant les tribunaux ces questions-là qui sont éminemment discrétionnaires. Donc, dans ce contexte-là, il faudrait baliser autrement et prévoir, notamment, que c'est des travaux qui sont réversibles. Il y aurait une série de recommandations qui pourraient être faites pour s'assurer effectivement qu'on a un impact puis qu'on prend en considération non seulement la transition, mais aussi la protection de la biodiversité qui va découler de ces travaux-là. Je ne veux pas accaparer tout le temps. Peut-être deux petites questions rapides encore sur le dossier des évaluations, c'est-à-dire des travaux préalables. On n'a pas eu l'occasion encore d'étudier article par article et ce sont des précisions qui seront données notamment avec la collaboration des collègues de l'opposition. Mais j'ai un collègue ce matin qui tentait de faire un parallèle, notamment avec Nordvolt. On n'est pas là. Ce n'est pas un ministère, ce n'est pas une organisation publique. Donc, et tout à l'heure, vous disiez, il y a des exemples récents qui suscitent de l'inquiétude. Si vous aviez aussi Nordvolt en tête, c'est pas ce qui est visé là, à travers le projet de loi en question. Et pour ce qui est de Nordvolt, on aura l'occasion amplement dans d'autres circonstances de continuer nos argumentaires respectifs, mais ce n'est pas le type de projet qui serait visé par des travaux préalables. Je veux vous rassurer à ce niveau-là. Vous avez la possibilité de répondre à ça, mais je vais quand même y aller de ma petite question rapide pour que mes collègues puissent prendre le relais au niveau des espèces floristiques. Moi, je pense qu'on a un cadre qui est précis, mais il faut éviter d'embarquer dans un carcan qui ne laisse aucune alternative et qui ne laisse aucune marge de manœuvre. L'idéal est toujours priorisé, c'est bien certain, mais dans certains cas, on n'empêchera pas ou on ne freinera pas un projet sans avoir songé aux alternatives et aux mesures de mitigation. Et c'est un petit peu ce que visent aussi les articles en question. Je comprends que certains groupes pourraient vouloir, dans telles circonstances, empêcher tout projet, mais le gouvernement n'est pas là du tout. On veut garder cette possibilité de mitigation, on veut garder cette possibilité de discrétion aussi, tout
tout en ayant un cadre législatif là, qui est quand même assez rassurant pour la protection là, des différentes espèces floristiques. Donc, les deux commentaires, à vous d'y répondre et déjà, je vous remercie parce que ce sont mes collègues par la suite qui prendront la relève. Merci, M. le ministre. Bien, très rapidement, en fait, sur la question des travaux préalables, de manière générale, pour rappeler notre position, pour nous, il n'y a rien qui justifie de les autoriser avant d'examiner les impacts d'un projet. C'est vraiment, comme je le disais, le fondement de notre régime de protection environnementale en droit de l'environnement au Québec. Puis, en plus, en parallèle, vous proposez d'accélérer la PEIE. Donc, on se donne les moyens d'accélérer. Il y a eu beaucoup de choses faites depuis 2017 pour optimiser toujours les processus. Il n'y a rien qui autorise, c'est ça, qui justifie, selon nous, l'autorisation. Et même, bon, peut-être certains ingénieurs vous l'auront dit aussi, mais ingénieurs et autres experts, ça peut varier là, des travaux préalables. Il y en a qui peuvent causer davantage de dommages que d'autres et donc avoir un caractère qui n'est pas nécessairement réversible. Donc ça nous inquiète. Je parlais d'exemples récents, je ne faisais pas que référence à Nordvolt. On parle aussi de manière générale sur à quel point de prendre position en faveur d'un projet avant d'avoir examiné les impacts, ça vient affecter la crédibilité des processus de manière générale. Puis on peut comprendre, ça mine la confiance du public envers ces institutions-là. Puis on pense que, de manière générale, pour le dialogue social, l'acceptabilité, c'est important que le public ait confiance en nos institutions et donc de ne pas se prononcer avant d'avoir regardé l'ensemble des projets. Sur la question des espèces et de la protection des espèces, là, vous faites référence aussi au fait que vous êtes rassuré malgré la discrétion là, qui serait octroyée avec ce projet de loi-là. Oui. Donc, par rapport aux espèces floristiques, juste deux commentaires. Le premier, c'est qu'on est dans un régime d'exception, en fait. Évidemment, on est dans un contexte de crise de la biodiversité. Chaque espèce perdue est un élément de plus, c'est un boulon de plus à l'avion qui perd beaucoup de boulons et on ne sait pas à quel moment l'avion va crasher. C'est ça le parallèle que je peux vous dire. Donc, chacun est un régime d'exception et c'est dans ce contexte-là qu'on s'inquiète. Deuxième commentaire par rapport au cadre rassurant. À notre sens, il n'est pas rassurant pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'inclut pas du tout le principe de prévention, c'est-à-dire qu'on prévoit des mesures d'évitement, mais à aucun moment on prévoit de quelles mesures on peut éviter, comme on le fait avec les milieux humides, par exemple, de dire comment le promoteur a pu démontrer qu'il a évité cette atteinte-là. On ne l'impose pas du tout dans le cadre. Et plus fort que ça, on prévoit qu'un des critères, c'est lorsque ne nuit pas à la survie de l'espèce. Ça veut dire que s'il y a encore une fleur qui est sur place, la survie est respectée. On oublie totalement l'objectif de la loi sur les espèces, qui est la réhabilitation, et ça va concerner la grande majorité des espèces. Donc, dans ce contexte-là, on suggère que le cadre soit adapté pour pouvoir répondre à ces objectifs-là. Alors, on va poursuivre avec la députée d'Argenteuil. Vous disposez de 2 minutes 50. Oh, parfait, merci. Bonjour, mesdames. C'est toujours intéressant de vous lire et de vous entendre. Je vais aller direct au but. C'est sur la question de la compensation des milieux humides et hydriques. Je voudrais mieux comprendre parce que vous nous dites que en ajoutant le mot maximum à évitement, c'est ça, hein? Ça vient comme diluer alors que on propose dans le projet de loi, d'une part, que le promoteur démontre clairement qu'il a été capable ou qu'il y a des scénarios d'évitement, ce qu'on n'avait pas avant. On demande aussi de tenir compte de la zone d'alimentation en eau, des milieux humides qui sont dans ce projet-là. On va y intégrer la notion dans les fonctions, la nouvelle notion de connectivité écologique. Moi, à mes yeux, c'est vraiment des éléments qui sont très intéressants du point de vue scientifique puis qui tiennent compte d'une réalité terrain. Fait que je veux juste comprendre, malgré ces avancées-là, pourquoi vous êtes inquiète avec un mot maximum? Que tu veux. Donc, 46.0.3, j'imagine, sur la question de la clarification, qui prévoit notamment que les milieux doivent être pris qui doivent être évités pour les milieux connus et répertoriés. Donc là, ça soulève des questions et puis je me suis concentrée sur celui-là parce que c'est vrai que c'est peut-être plus difficile d'expliquer le truchement de chacun de ces dispositions-là, mais c'est par rapport à ça. Donc, 46.0.3, on indique aussi, on ajoute prendre en considération, éviter au maximum. Donc, cet ajout-là, il ne s'est pas fait de manière... il a été rajouté spécifiquement. Et pour nous, quand on évite au maximum, en fait, on n'évite pas, on minimise.
Donc, éviter au maximum, c'est pas éviter, c'est éviter en minimisant. Donc, c'est un peu ça, de manière très claire, de se dire, bien, si c'est éviter, c'est pas au maximum. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on s'inquiète de se dire, bien, si on est déjà dans la phase de minimisation, on n'est pas en train d'essayer de démontrer qu'on a évité. C'est-à-dire, et là, surtout avec la lecture du rapport de la commissaire qui indique que dans la majorité des dossiers, on autorise alors que le critère d'évitement n'est pas rencontré. C'est ça qui nous dit, bien, finalement, on est encore en train d'aller dans la minimisation et non pas dans de l'évitement tel qui a été mis de l'avant dans le rapport. Dans un premier temps, 46.0.3, en fait, crée, et on le lit et on n'arrive pas totalement à bien comprendre si ça crée deux régimes, donc les milieux qui sont connus, identifiés. Le cas échéant, on comprend que les MRC sont en train de faire ce travail-là, mais il n'est pas complété. Est-ce que ça sera seulement... Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre la discussion avec Madame la députée d'Émile-Île. Vous disposez de 12 minutes 23 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci, Mesdames, pour votre présentation et votre présence ici et pour votre mémoire fort étoffée. Moi, je vais surtout vous parler de milieu humide et hydrique, donc on va continuer sur ce qu'on parlait. Il y a un élément dans votre mémoire, la page 13, qui m'a interpellée. La commissaire au développement durable avait fait un constat quand même assez accablant là, du régime de compensation pour les milieux humides et hydriques. Et vous venez de dire, bien, dans le fond, le projet de loi, ça ne répond pas aux constats qui sont soulevés. Donc, j'aimerais que vous en parliez davantage. Oui, donc, pour continuer, ça va? Oui, continue, puis je continue. Donc, ce qui ressort de ce rapport-là, pour bien qu'on soit tous sur les mêmes... c'est une capacité, d'une part, limitée d'assurer les mesures de suivi. Ce qu'on comprend, c'est que plus de la majorité des dossiers dans lesquels il y a des autorisations ne sont pas suivis dans les 10 prochaines années. Donc, quand on parle de minimisation, c'est d'avoir des autorisations, mais qui n'auront probablement pas de suivi. Donc, ça aussi, ça nous inquiète. Et les difficultés de mise en œuvre des compensations. Donc, il y a beaucoup de fonds qui ont été accumulés, mais qui n'ont jamais... ça ne s'est pas traduit dans le projet de restauration et de création. Et donc, ce qui nous invite encore plus dans ce contexte-là de prioriser la protection, donc l'évitement, et de ne pas rajouter au maximum, de ne pas diminuer, puisque les deux autres paliers, ben, les constatations qu'on voit à cet effet-là, c'est qu'ils n'offrent pas suffisamment de balises pour qu'on soit convaincu que les mesures d'évitement ou les mesures de suivi vont être faites, les mesures de minimisation puis les mesures de compensation. Donc, si je peux me permettre d'ajouter, vous le savez, là, c'était vraiment important et majeur l'intégration dans le cadre législatif en 2017 de cet objectif-là de zéro perte nette. On venait reconnaître quelque part que c'est dramatique la situation des milieux humides et hydriques, qu'on n'en a pas pris soin. Et on l'avait applaudi, bien sûr, parce que c'était nécessaire. Puis bon, les législateurs avaient preuve de leadership en intégrant cet objectif-là. Mais du même coup, le CQ2, à la même époque, avait aussi émis une réserve avec cette porte-là qui s'ouvrait au niveau de la possible compensation. Puis on avait dit, bien là, on craint quand même qu'ici, ça ne s'accompagne pas des résultats qu'on souhaiterait voir. Et là, bien, les années ont eu raison donc de cette crainte-là, malheureusement. La commissaire le rappelle, ça n'a pas fonctionné. Là, je comprends qu'on veut aussi essayer, puis on n'est pas insensible à ça. Là, on veut essayer aussi d'utiliser différemment les fonds pour la compensation ailleurs, etc. On comprend, mais le message qu'on porte aujourd'hui, c'est la loi autorise de refuser des projets. C'est possible. C'est dans la loi et il faut le faire. On doit le faire. Là, on n'accorde pas d'attention, voire on dilue, avec l'ajout de certaines expressions, la séquence. Puis le premier verbe de la séquence, c'est le plus important. C'est ça. Donc, à votre connaissance, est-ce qu'il y en a des projets qui ont été refusés? Parce qu'on est loin du zéro perte nette, là, selon les constats. À quel moment on s'en sert de cette option-là? Bien, on n'a pas les données. On peut juste se baser sur le rapport de la commissaire relativement à ça qui nous dit que... Le rapport de la commissaire, des enquêtes dans les médias qui montrent, mais on nous dit qu'il y en a certains qui sont refusés, sauf que la réalité sur le terrain dénote toute autre... pas d'amélioration, en fait, pour les milieux humides et hydriques. Oui, et vous soulevez une autre inquiétude, c'est que non seulement on tend à aller vers la compensation généralement, mais là, vous soulevez qu'en plus, le gouvernement pourrait décider si des mesures de compensation sont exigibles. Donc là, ça veut dire qu'il y aurait même des projets qui seraient même plus
tenus de payer cette compensation-là? Justement, à l'introduction de l'article 31.5.1, donc qui touche en fait les projets à fort impact environnemental, on voit qu'en fait, la modification prévoit des pouvoirs discrétionnaires d'exiger ou non des mesures de compensation. Et là, c'est le truchement de plusieurs articles qui se chevauchent. Là, mais j'essaie de mettre ça en termes clairs. Mais donc, 31.5.1 prévoit que lorsqu'un projet porte atteinte à des milieux humides, le gouvernement peut décider si des mesures de compensation sont exigibles. Et là, on modifie aussi 46.0.5 qui prévoyait déjà que les mesures étaient obligatoires dans des cas où on touchait à certaines mesures, mais là, on la rend conditionnelle à 31.5.1. Donc, et là, on modifie aussi 46.0.11, qui vient nous dire qu'en fait, on l'abroge, cette modification-là, qui nous disait enfin que le gouvernement avait la possibilité de soit aller dans une mesure de compensation financière ou soit des travaux. Donc, la lecture des trois nous laisse penser, en fait, qu'on s'arroge un certain pouvoir dans certains cas, puis on enlève des pouvoirs de mesures de compensation obligatoires. C'est la lecture qu'on en fait, mais c'est pas forcément... Je serais ravie que ça ne soit pas la bonne. La bonne lecture. C'est ce qu'on... Dans votre perception, là, vous dites que c'est un recul significatif dans le régime selon votre compréhension. Et vous mentionnez plus loin que le calcul de compensation devrait toujours constituer un seuil minimal. Parce que là, il y a aussi d'autres éléments. Là, il y a un pouvoir discrétionnaire permettant d'utiliser une méthode de calcul différente si ce n'est pas adapté au contexte. On rajoute un pouvoir de discrétionnaire sur l'exigibilité de la compensation, mais aussi sur le calcul. Donc, dans ce contexte-là, on n'exclut pas l'idée là, de donner plus de flexibilité, mais que ce soit que le règlement qui prévoit le calcul soit le plafond. Donc, qu'on aille au-dessus, mais qu'on n'aille pas en dessous. Et actuellement, la lecture qu'on en fait, c'est que c'est pas précisé. Donc, si on veut se donner la flexibilité, certes, mais que ce soit pas en diminuant, que ce soit en augmentant. Et donc là, selon votre perspective, est-ce que vous croyez que la façon qu'actuellement c'est proposé le régime avec le projet de loi 81, est-ce qu'on va s'améliorer ou la situation va même dégrader pour les milieux humides? Une dégradation avec ce qu'on comprend du projet de loi. En soi, c'est même, je vous dirais, problématique que ça soit si compliqué de comprendre les ramifications, les impacts potentiels là, sur les milieux humides hydriques, mais la faune, la flore aussi. Mais de manière générale, on y analyse un éloignement encore plus important là, du principe d'évitement notamment, et le projet de loi gagnerait à préciser à différents endroits, justement, que si on veut se doter d'une flexibilité par ailleurs, bien, il faut, dans le fond, clarifier que ce qu'on veut, c'est quand même une meilleure protection. C'est ça l'objectif qui a été annoncé. Donc, il y a différents endroits où ça pourrait être clarifié pour s'assurer qu'on y va avec un plancher minimal pour la compensation, que ça ne peut pas vouloir dire une compensation moindre, etc. Donc, le projet gagnerait à être clarifié à différents endroits à cet égard. Merci. Et je vais vous poser une dernière question. Bien, en fait, peut-être deux, là, mais après, je vais passer la parole à ma collègue. Mais vous avez il y a comme un régime similaire qu'on semble vouloir mettre en place pour la floristique. Là. Donc, je voudrais vous entendre là-dessus parce qu'auparavant, il fallait compenser, c'est-à-dire restaurer, mais là, on ouvre la porte à une compensation financière. Donc là, on aurait finalement la possibilité d'avoir des pertes et au lieu d'avoir du zéro perte nette, on aurait des pertes réelles. Et alors qu'on a signé un accord de Coming Montréal, comment vous voyez ça, ce risque-là? Donc, sur les espèces floristiques, c'est un exercice de discrétion qui, comme on disait tout à l'heure, qui nous ne rassure pas. D'une part, on ouvre la porte, donc on autorise des atteintes supplémentaires, encore là, dans un contexte d'espèces qui sont déjà menacées, qui sont déjà vulnérables. Donc, il faut protéger, et donc on les autorise, on s'ouvre une porte supplémentaire, et le cadre qui l'encadre, qui le propose, ne prévoit pas, prévoit des mécanismes de compensation. Donc, comment on appelle ça? Des habitats de remplacement. Or, la science semble claire à cet effet-là. Ce n'est pas des mesures de conservation, c'est des mesures de sauvegarde qui sont très risquées. Donc, la science n'appuie pas ces mesures-là comme une mesure de conservation. Donc, dans ce contexte-là, on voit mal l'objectif. Là.
Et selon vous, est-ce que c'est en accord avec les objectifs que le Québec a pris lors de la COP 15? Non, pas en accord avec les objectifs, mais non, ni même avec les propres objectifs qui sont déjà au sein de la loi sur les espèces menacées et vulnérables au Québec. Donc, en plus des accords internationaux, puis ça nous préoccupe parce qu'on avait déjà alerté aussi sur les risques liés à la transplantation. Donc là, on vient d'une part dire, bien, c'est interdit, mais juste après se donner le pouvoir discrétionnaire d'y aller quand même selon certains critères qui ne sont pas suffisamment balisés à notre avis. Donc, on est inquiet parce qu'on avait déjà alerté là-dessus, puis là, on voit que finalement, le projet de loi vient peut-être rendre ça encore plus facile et certainement pas souhaitable, encore une fois, je le rappelle, ni pour la transition énergétique, ni pour la société québécoise, parce qu'on parle là d'espèces qui sont déjà menacées ou vulnérables, puis on sait que les crises sont liées. Donc, Merci beaucoup. Je vais céder le reste de notre temps à la collègue, la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Merci. Merci, Mme la présidente. Alors oui, j'enchaîne sur les questions de ma collègue. Justement, ces enjeux de transition énergétique, d'ailleurs, vous avez dit, ce projet de loi risque de sacrifier la biodiversité sous le prétexte de transition énergétique. Je reprends un peu vos propos. Tout le monde comprend que la transition énergétique, c'est essentiel, c'est important pour atteindre la carboneutralité. Mais on comprend que aussi la biodiversité est importante en soi, mais aussi ça nous aide aussi à atteindre la carboneutralité. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement, parce que vos préoccupations, ça relève de la participation citoyenne et aussi de la protection de la biodiversité. On a des enjeux majeurs et aussi des cibles assez importantes au Québec vis-à-vis la biodiversité. Alors, est-ce que ce projet de loi, en tout cas, j'aimerais plus vous entendre là-dessus, comment concilier la transition énergétique, protection de la biodiversité et participation citoyenne? Tout à fait. Bien, justement, en se dotant de mécanismes robustes qui nous permettent à la fois de consulter la population, de regarder les impacts en amont et les impacts tant au niveau climatique que de la biodiversité. Puis vous mettez le doigt sur un point important quand on estime que les balises ne sont pas suffisamment claires dans le projet de loi et ça ouvre la porte à un pouvoir discrétionnaire trop large. On fait entre autres référence à ce critère-là qui dit, bien, si l'intérêt public le justifie, on pourrait l'envisager. Par exemple, si ça s'inscrit dans la transition énergétique ou que c'est stratégique. Puis là, ça soulève des questionnements importants pour nous parce que on craint donc que ça ouvre la porte à l'autorisation de projets qui ne prennent pas en considération donc ces polycrises auxquelles on fait face. Et on est dans un contexte où on sait qu'on n'a pas eu cette discussion-là, cette conversation-là sociétale sur c'est quoi cette vision de la transition, et là je vais mettre pas juste énergétique, mais écologique, qui passe donc nécessairement par une transition énergétique. Cette conversation-là sur la sobriété énergétique, elle n'a pas eu lieu. Donc, est-ce qu'on craint véritablement que c'est la possibilité là, d'ouvrir la voie à, par exemple, un fast track, en bon français, donc une procédure accélérée, si ça découle, par exemple, d'une évaluation régionale ou sectorielle déclenché par un promoteur, par exemple, pour faire une série de projets sur un territoire parce que ça s'inscrit dans la transition énergétique. Pour nous, ça, c'est... Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre l'échange avec le porte-parole du deuxième groupe d'opposition pour 2 minutes 4 secondes. Merci, Mme la présidente. Bonjour à vous deux. Bravo pour tout le travail que vous faites au CQDE. Je sais que vous êtes très près des citoyens et citoyennes qui se battent dans à peu près par toutes les régions du Québec. Dans mon quartier, justement, dans Schlager-Maisonneuve, on a eu maille à partir, et nous avons toujours maille à partir avec Raymond Logistique. Et on avait plaidé pour que le ministre utilise son pouvoir discrétionnaire pour déclencher un BAP, parce que, soi-disant, ça ne respectait pas les critères. Donc, il ne l'a pas utilisé à ce moment-là, mais il avait le pouvoir de le faire. On imagine donc que dans ce cas-ci, c'est un discrétionnaire qu'on aime, dans le sens où il pourrait aller au-delà de la loi. Mais là, ce que je déduis de votre mémoire, c'est que le discrétionnaire qui est rajouté, ce n'est pas un discrétionnaire qui nous rassure du tout. C'est un discrétionnaire qui nous inquiète. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, puis il faudrait... Bien, oui, pour compléter, on n'est pas contre le recours au pouvoir discrétionnaire de manière générale, mais il faut que ça soit bien sûr balisé, pour que ça soit prévisible, entre autres aussi, mais pour qu'on s'assure que c'est pas contraire aux objectifs de la loi. Et là, vous faites référence à un exemple là, par rapport à un projet là, et cette possibilité-là de déclencher un BAP. Le BAP a été aussi, disons,
malmenée, où il y a beaucoup de déclarations publiques qui ont sous-entendu que c'est long consulter la population. Et ça, pour nous, c'est aussi une pente glissante dangereuse. C'est essentiel de consulter la population. On a des mécanismes, des institutions qui font d'ailleurs la fierté du Québec et que d'autres provinces regardent avec envie. Et là, en plus, on prévoit déjà des façons d'aller plus vite. Sans sacrifier donc la qualité du processus qui est notamment mené par le BAP. C'est essentiel de préserver ces espaces-là et de s'assurer que la population soit consultée dans le cadre des nombreux projets là, qui sont envisagés sur le territoire. Oui, est-ce que si j'ai le temps? Oui, bien sûr. Oui, en fait, juste pour rajouter sur la question de la biodiversité, pour recouper les différentes questions, mais aussi dans ces évaluations sectorielles, ce qui est pertinent, c'est que ça nous permet d'établir les seuils puis se doter de critères fixes, clairs, pour tout le monde de pouvoir les appliquer, de dire notre territoire peut recevoir quoi pour répondre notamment à cette crise de la biodiversité. C'est tout le temps qu'on a pour cette portion. Merci. Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine, à votre tour d'avoir 2 minutes 4 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour votre mémoire, merci pour votre présentation, pour toutes les réponses que vous avez offertes aussi. Là, il y a tellement de thèmes qu'on pourrait aborder, mais je vais commencer avec le principe. Vous avez parlé du principe de prévention. Prévention, précaution, est-ce qu'on parle de la même chose par rapport à l'évitement? C'est de ça qu'on parle? En fait, le principe de prévention, c'est celui sur lequel est assis la loi sur la qualité de l'environnement, c'est-à-dire de vraiment considérer les impacts d'un projet avant d'aller de l'avant. Le principe de précaution, c'est relié, mais c'est par exemple de ne pas aller de l'avant. En cas de doute, là, par exemple, s'il n'y a pas de certitude scientifique, on ne va pas de l'avant. L'idée, c'est de se retenir plutôt que d'aller trop vite, et là, ça ne va pas dans ce sens-là, ce qui est proposé. D'accord. On comprend que dans ce projet de loi-là, on veut aller plus rapidement. C'est ce qu'on... Est-ce que le problème, c'est plus général, ma question, mais est-ce que le problème au Québec, c'est est-ce qu'on est trop sévère ou est-ce qu'on prend trop de temps? Ou est-ce qu'on pourrait faire ça rapidement, rigoureusement et rapidement? Je ne sais pas si vous pouvez comparer avec d'autres juridictions, parce que souvent on nous dit, bien, ça prend beaucoup de temps, mais ça semble être pas nécessairement lié au fait qu'on est rigoureux, mais par rapport au fait qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour faire l'étude des projets de loi en temps voulu, en temps utile. Vous anticipez là, une partie de la réponse. En fait, il y a une question de ressources d'investissement pour accompagner les équipes. On le sait que les ministères font un énorme travail. On peut investir les ressources, mais pas besoin d'assouplir. Ça fait des années qu'on assouplit, qu'on allège. Puis regardez, au niveau environnemental, le résultat, on est loin de respecter les objectifs qu'on s'est fixés dans la loi, puis ça va coûter cher à la société aussi. C'est pas les crises auxquelles on fait face. Donc, il y a vraiment certainement moyen d'être rigoureux et de renforcer, en fait, au contraire, le cadre législatif. Il faut le renforcer. C'est pas... Il faut cesser de voir ça comme une contrainte. Merci beaucoup. Je dois conclure les échanges. Alors, un grand merci pour votre contribution à nos travaux. On va suspendre quelques instants.